Voilà, bonjour, plus sérieusement, bonjour, grand bonjour à vous, bienvenue à l'Université populaire de Bruxelles. L'Université populaire de Bruxelles, c'est un projet qui a 10 ans d'âge et qui au départ faisait tout à fait autre chose que ce qu'on a... Ah, Rossio, bonjour Rossio. Voilà, de vieilles amies, si vous voulez, des trucs, voilà. C'était un projet où des grands universitaires venaient parler de choses parfois passionnantes, parfois moins passionnantes, et je ne comprenais pas toujours, et les gens dans la salle ne comprenaient pas toujours non plus. Et donc ce qu'on a voulu maintenant depuis quelques mois, c'est changer la formule, c'est que l'université populaire, on veut que ça devienne votre université. C'est-à-dire l'endroit où vous venez apporter vos savoirs et où vous venez apprendre. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc on n'a fait aucune publicité pour cette soirée. C'est la deuxième soirée qu'on organise. On n'a fait aucune publicité. On part de deux groupes qui sont en train de travailler chacun de leur côté et on veut les faire se rencontrer. Alors, qui sont ces deux groupes ? C'est un groupe de femmes avec lequel on travaille sur leur histoire de vie, sur l'écriture, sur leur situation en tant que femmes dans des contextes souvent difficiles, mais c'est elles qui en parleront, d'une part, et d'autre part, des femmes sans papier, qui, au-delà des difficultés qu'ont beaucoup de femmes, ont des difficultés spécifiques, et c'est elles qui vous en parleront aussi. C'est Serge, il est là. C'est Serge qui a proposé qu'on appelle ça Carrefour des solidarités. Et je crois que c'est très très important que des gens sans papier, souvent de couleur, personne n'est parfait, c'est de l'humour, hein. Et de l'autre côté, des gens qui sont belges, bien installés, etc., on tente très souvent à les opposer les uns aux autres. Quand les Belges sont pauvres, on dit c'est normal, c'est les immigrés qui prennent tout l'argent, on leur en donne plein, ils ont acheté des maisons avec des allocations familiales, on dit plein de conneries comme ça. Et à l'inverse, quand on dit il faudrait quand même quelques droits pour les étrangers qui arrivent, on dit mais on a déjà nos pauvres. Donc on essaye de les opposer. Le boulot que nous on essaye de faire ici, c'est de les réunir. C'est de faire se rendre compte que vous avez les unes et les autres des intérêts communs, et c'est vraiment fondamental, et c'est pour ça qu'on organise ce type de travail maintenant de rencontre. C'est la deuxième rencontre. La première, c'était sur la situation en Guinée, avec deux personnes qui avaient été des intervenants extraordinaires, Bintou et Mamadou, qui est là-bas au fond. Voilà, il faut le dire, hein. Soirée qui avait vraiment un grand succès et qui a permis aussi de réfléchir aux situations de tous ces pays d'Afrique subsaharienne et du nord de l'Afrique aussi, où le pouvoir échappe à la population. Voilà. Donc on veut réfléchir à tout ça, mais on veut le faire ensemble. Et voilà, bienvenue, c'est votre lieu à partir de maintenant. Comportez-vous comme chez vous à la maison. Soyez propres. Ne laissez pas de bordel un peu partout comme moi je fais chez moi à la maison, de piles de vaisselle et tout ça. Non, ici, voilà, c'est chez vous et vraiment très très bienvenue, très content de vous voir ici. Cette soirée exceptionnelle sera filmée par TV sans papier. Bon, on avait demandé à la RTBF, mais elle ne s'intéresse pas trop aux sans-papiers. C'est un des problèmes qu'on est en train de discuter avec NATO et avec la coordination. Mais donc, les sans-papiers, ils ont leur propre TV, ils mettent en ligne sur Facebook toute une série de choses. Donc, merci à eux d'être là. Je trouve que c'est vraiment précieux. Mais ils me demandent de dire que si des gens ne souhaitent pas être filmés, bon, ceux qui sont de dos, de toute façon, ça ne pose pas de problème. Mais s'il y en a qui prennent la parole qui ne souhaitent pas être filmés, qu'ils le disent, et il coupera la caméra ou il coupera clairement au montage, ce qui est le plus facile. Voilà. Ça, c'est ce que je devais vous dire. Deuxième chose, c'est qu'on a préparé. Préparer, c'est que ceci n'est pas une assemblée libre où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Nous avons préparé avec les deux groupes et nous avons préparé un ordre de parole. Et donc, c'est ça qu'on va mettre en œuvre maintenant. On va alterner des témoignages de personnes sans papier et des personnes qui ont travaillé dans ce groupe qui a été soutenu par le CPS par ailleurs. On va alterner les gens. La personne qui a préparé les interventions, qui travaille à la mise en place forte d'un
comité des femmes sans papier, c'est Serge, qui travaille maintenant à mi-temps ici. Ne pas oublier Nicole, qui est à côté de Serge, qui au moment où rien ne marche, où plus personne n'y croit, est quand même celle qui va ouvrir les locaux et tout le faire en me disant oh, il n'y en a plus que 2 femmes qui viennent, on est foutus. Et puis il y a 10 femmes qui viennent, on n'est pas foutus. Donc voilà, Nicole qui joue un rôle très très important là-dedans. Et on va alterner ça avec des témoignages que Khalid a préparés avec ces femmes. Alors dans l'ordre, comme ça vous... Hein, Serge va commencer par présenter Bintou, puis Khalid présentera Janine, puis Serge présentera Sandrine, puis Khalid présentera Noémie. Noémie, elle triche parce qu'elle cumule les deux. Elle laisse son papier et elle fait partie du groupe qui travaille avec elle. Elle est au milieu. Elle triche, elle cumule. Serge va nous parler de Marc Zaki. Khalid va nous parler de Marcel, nous présenter Marcel, pas nous parler de Marcel, présenter. Serge va présenter Fatia. Et nous avons 2 invités prestigieux, mesdames et messieurs, roulement de tambour, je n'en ai pas. On terminera par le témoignage de Kadia Diallo. Kadia Diallo, c'est quoi? Bon, je la présenterai au moment où elle prendra la parole. C'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui, comme les femmes qui vont témoigner ici, est parti de vraiment rien, mais a fait de grandes choses dans sa vie. Et je pense que son témoignage est un témoignage vraiment qui peut vous encourager, nous encourager à tenir alors que parfois c'est difficile. Et j'ai demandé à un autre invité prestigieux, Madame la Présidente du CPS de Saint-Gilles, par ailleurs chérinienne, qui soutient d'ailleurs l'Université populaire depuis des années par ailleurs, de venir un peu tirer les leçons une fois que tous les témoignages auront été transmis, de dire un peu quelles sont les leçons, ce qu'elle voit, ce qu'elle pense qu'on peut faire. Je ne sais pas, je vais lui donner une carte tout à fait blanche. Voilà, elle en fera ce qu'elle voudra, mais c'est elle qui clôturera. Ça va? Et oui, j'ai oublié le détail, mais après on partagera un verre de l'amitié tous ensemble. Je crois que c'est un point important aussi quand on se... Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié, Khalid? Serge, qu'est-ce que j'ai... Intervention du public... Ah, tu veux que le public puisse participer? Merde. On peut avoir une petite place? Bon, donc il y aura une petite place après les interventions pour la participation du public, avec même un micro mobile. Voilà. Ok, donc vous pourrez intervenir. Alors, on demande à chacune surtout, puisque c'est des femmes, de se donner un ordre de grandeur de 5 minutes pour leur intervention. S'il vous plaît, pas 10 minutes, un quart d'heure, parce que ça plombe pour tous les suivants. Essayez de faire quelque chose où on peut comprendre beaucoup de choses en 5 minutes. Ça va, Serge? Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est bon. C'est OK? Oui. Ok, eh bien alors Serge, tu commences, tu inaugures avec tout. Merci Alain. Eh bien, c'est Bintou Touré qui va prendre la parole. Bintou Touré qui est membre de la coordination des sans-papiers, qui porte la voix des femmes sans-papiers ces derniers jours. Et donc, elle va monter pour nous dire ce qu'elle fait. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Bintou Touré. Je suis de la Guinée-Conakry. Je suis très contente que pour cette soirée, les organisateurs aient pensé à mettre à l'ordre du jour le thème des droits des femmes. Vous savez, quand on parle de ce thème, généralement, je reste silencieuse. Certainement, vous vous demandez pourquoi je reste silencieuse. Ce que les gens ne savent pas, c'est que culturellement, chez nous, la femme n'a aucun droit. Le seul droit qu'elle a, c'est de faire des enfants et de respecter son mari. Cette situation est même en train d'être exploitée par le président Alpha Condé, qui veut se maintenir au pouvoir en promettant de faire avancer les droits des femmes. Les mœurs et les coutumes constituent des véritables obstacles d'émancipation et d'épanouissement
de la femme en Guinée. Ces diverses situations nous poussent sur la route de la migration pour avoir plus de liberté. Malheureusement, quand on vient ici, dans ces pays qui se disent pays des droits des femmes, nous n'avons pas toujours des droits. Car nos droits sont confisqués par le droit du séjour. On ne peut pas travailler, on ne peut pas se former, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'est pas libre. Même ici, dans un pays qui se dit un état de droit, on reste dans les mêmes réalités. Comme dans nos pays d'origine où nos droits sont aux mains des décideurs. Au stade où nous sommes, il faudrait que la situation des filles et des femmes sans papier devienne une priorité pour nos décideurs. C'est une situation qui nous étouffe, qui nous détruit tous les jours. La meilleure des solidarités avec les femmes, c'est de dire non à une société qui bafoue les droits de femmes. La situation des femmes sans papier, c'est la tragédie de l'indifférence des politiques. C'est l'expression même du mépris vis-à-vis de l'humain. On ne peut pas s'émouvoir de ce qui se passe ailleurs en faisant ce qui se passe sous nos yeux. En tant que femmes sans papier, nous sommes vraiment installés dans la zone rouge de la souffrance. Pour terminer mes propos, je vais quand même profiter de poser 3 questions, dont une à M. Alain et 2 à Madame la présidente du CPS. À M. Alain. Actrice plaide pour que les sans-papiers accèdent dans la formation dans les métiers en pénurie. Est-ce que votre association peut accepter l'inscription des femmes sans papier en se disant qu'avec ou sans papier, nous on forme les femmes? À Madame Myriam, par rapport à votre position de présidente de CPS dans cette commune de Saint-Gilles, quel acte pouvez-vous poser en faveur des femmes sans papier? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, dans la position qui est la vôtre, pouvez-vous favoriser l'employabilité des femmes sans papier? Je vous remercie. Bon, je ne veux pas me défiler, mais je propose qu'on réponde à la fin s'il y a d'autres questions, etc., pour permettre vraiment aux femmes, sinon on est parti dans peut-être des longues réponses, et l'idée c'est de donner la parole. Alors, on va Si tu es enchaîner. d'accord, Bintou, on va faire comme ça. Merci. J'ai invité, est-ce qu'on m'entend? Janine à venir à la tribune. Janine que j'ai rencontrée quand je travaillais au CPS de Saint-Gilles, au service culture. Janine qui est très très active dans plusieurs groupes de travail, de réflexion, et qui a toujours un esprit positif et de la bonne humeur à amener comme un pilier dans les différents groupes auxquels elle participe, et qui va nous partager un témoignage d'une partie de sa vie. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler sur Levons-nous pour les droits des femmes. Dans le micro. Ah oui, voilà. Alors, je mets par là. Oh non, ouais. Non, je mets par là. Aujourd'hui, c'est le moment de vous faire comprendre que la vie des femmes est faite de douleurs physiques et verbales. Nous, les femmes, depuis notre naissance, nous portons le fardeau des maltraitances de la famille que nous sommes obligés de fréquenter. Des regards, des jugements et des humiliations. Quand je suis née, 6 mois après ma naissance, mes parents se sont séparés. J'ai grandi avec ma sœur de 2 ans et demi, mon aînée, aux côtés d'une mère
négligente et violente. À 3 ans, on commençait les placements dans les colonies 2 fois par an, jusqu'à mes 14 ans. À mes 14 ans, je suis partie pour 6 mois en Suisse, et quand je suis descendue du train, j'ai dit à ma mère que plus jamais elle ne me placerait, parce que j'en avais ras-le-bol, et aussi que j'irais travailler. Donc, à 14 ans, j'ai été travailler. Toute ma jeunesse, je me suis demandé ce que j'avais fait pour vivre cela. J'ai connu le chagrin d'être mal aimée. Mon corps et mon esprit ne trouvaient jamais sa place. Dans les centres, il ne faut pas se laisser dépasser par les grands, sinon ils vous écrasent. Cela m'a valu le nom de petite rebelle. Et bien sûr, souvent les punitions et les angoisses dans l'estomac jusque dans le ventre. À force de subir cette maltraitance, je me suis prise d'amour pour un homme et à 17 ans, je me suis retrouvée enceinte et mariée. 14 mois après, j'ai eu un fils. 2 ans après, j'ai eu un fils, malheureusement, que j'ai perdu. Et puis encore 2 ans après, j'ai eu une fille. Et voilà, j'ai formé une famille à mon tour, avec la rage de ne pas maltraiter mes enfants. Parce que souvent, quand on est maltraité, on rejette cette maltraitance sur nos enfants. Il faut éviter cela. Ça ne va pas vous rapporter plus. À mon tour, voilà. Mais pas pour le père, qui était bipolaire, et dans ses colères était terriblement, à plusieurs reprises, était terrible. À plusieurs reprises, je l'ai quitté, mais je suis revenue à chaque fois avec mes enfants, parce que j'ai jamais quitté mes enfants, ils sont partis toujours avec moi, jusqu'à dormir à la gare du Midi sur les bancs, mais jamais je les aurais abandonnés, parce que je savais ce que c'était. Dans l'espoir que mon mari se changerait, et non, il n'a pas changé, ça a toujours été violence. Et puis comme je n'avais pas grandi avec un père à mes côtés, je me suis dit que je ne voulais pas faire ça à mes enfants, vivre sans père. Terrible erreur. On est mieux d'être une femme seule, à l'aise avec nos enfants, même si on doit tirer, que de vivre avec nos enfants maltraités. Et puis je dois quand même le reconnaître, j'avais mon mari dans la peau. C'est comme une sangsue, on ne sait pas l'arracher. Et c'est la mort qui m'a permis de m'en séparer, parce qu'il est mort à 42 ans d'un cancer. Seulement, il avait une très grande qualité, même avec toutes ses colères. C'était un homme courageux et travailleur. Puis me retrouvant seule, tellement j'étais sous l'emprise de la peur, il m'a fallu un an pour savoir que j'étais une femme libre. Et c'est ma fille qui me l'a dit. Elle m'a dit, maman, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Et une fois que j'ai goûté à ma liberté, comme toutes les femmes, ne la laissez jamais passer et tenez ça jusqu'au bout de votre vie. Le goût de la liberté n'a pas de prix. 7 ans après mon veuvage, j'ai connu un homme avec beaucoup de difficultés. Il a eu une fille que la mère a abandonnée à la naissance et dont j'ai pris sur ma garde, parce qu'à ce moment-là, je travaillais en bénévolat pour les enfants de la mucoviscidose et du sida. Et je m'étais dit que j'allais la prendre sous mon aile. Je n'ai jamais reçu d'allocation familiale. Et dans les années 90, quand j'ai poussé la porte du CPAS, j'ai eu une assistante sociale qui est venue et qui m'a dit que je devais me débrouiller avec ma pension de survie. Pas d'allocation, pas d'aide. Donc j'ai fait comme je voulais, enfin comme je pouvais. Et je ne le cache pas parce que je pense qu'il y en a tant. De temps en temps, on est obligé de faire du noir pour pouvoir subvenir à nos besoins, mais aussi pour tenir la promesse de savoir élever un enfant qui n'est pas le vôtre, mais que vous pouvez aimer. En 2013, j'ai une voisine qui m'a fait connaître le centre culturel. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est pas possible. Et je me suis laissée aller. Et quand la porte était grande ouverte, je me suis rendu compte que grâce au service culture du CPS de Saint-Gilles, mes rêves allaient se réaliser.
je pouvais découvrir le théâtre, les sorties, les repas espagnols et la cerise sur le gâteau, découvrir des personnes de toutes les nationalités et leur culture. En 2017, j'ai été opérée d'un cancer du rein. On me l'a enlevé. Je vis sur un autre rein qui ne fonctionne pas bien et j'ai de terribles problèmes et j'ai des médicaments à prendre qui coûtent très cher. Nous sommes en 2020. J'ai fait une demande de carte médicale. On est en 2020. Je n'ai toujours rien. Et pourtant, je dois les payer. Alors on choisit. Ou on se soigne et on ne mange pas, ou on mange et on ne se soigne pas. Et puis j'ai poussé aussi l'apport du CFS, qui m'apporte beaucoup dans l'amitié et dans la culture des écritures. Mesdames, il faut se battre. Ne pas baisser les bras. Unissons-nous pour avoir nos droits, afin de vivre la tête haute. Parfois, les personnes aisées ne comprennent pas bien notre chemin de parcours dans les errances du combat des femmes. Et certaines assistantes sociales, je ne les critique pas tous, mais certaines, parfois, ne font pas leur travail comme il faut. Elles sont là parce qu'elles ont un emploi et un salaire chaque mois. Il y en a qui viennent avec des chaussures de plomb, d'autres qui viennent avec des ballerines. Alors, quand on est assistante sociale, je trouve que si on est là, c'est pour aider les autres, pour ne pas les juger, pour ne pas les regarder, mais pour les guider, pour avoir une meilleure vie et les comprendre. Il faut surtout les comprendre, parce que les assistantes sociales devraient peut-être penser que ça peut un jour leur arriver. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, nous allons donner la parole à Sandrine. Sandrine Tshibangou. Personne ne peut savoir d'où elle vient maintenant. Là, elle a quitté la Louvière. Elle habite maintenant à la Louvière. On s'est rencontrés avec Sandrine à Liège pendant une formation que j'ai été donnée là-bas. Et depuis là, elle a vraiment la passion, l'engagement d'être dans une dynamique de groupe de femmes pour essayer de faire monter la voix des sans-papiers. Sandrine, à toi la parole. Merci beaucoup, Serge. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, Serge m'a déjà présenté. Je m'appelle Sandrine Tshibangou. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Levons-nous pour les droits des femmes. J'aime bien le thème que vous avez mis dans l'affiche de la soirée d'aujourd'hui. Beaucoup de vies seraient sauvées si ça pouvait se concrétiser. Vraiment, il faut le faire. À l'heure où nous sommes ici, partout dans le monde, toutes les minutes, des femmes sont abusées, humiliées, agressées, violées, battues, exploitées, tuées, le plus souvent par les hommes qui les entourent. Dans mon pays, la RDC en général, à l'Est, vous ne pouvez pas imaginer le martyre que subissent les femmes et les jeunes filles. Le droit à l'intégrité, à l'autonomie corporelle est compromis par le viol, qui est pratiqué comme une arme de guerre. Nous avons le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui répare les femmes. Il sillonne le monde pour chercher la solidarité afin d'arrêter cette tragédie. Nous qui avons fui cette insécurité, en venant demander une protection en Europe, laissez-moi vous dire que nous avons soif d'un droit, à l'égalité devant la loi. Aujourd'hui, je ne me sens pas en sécurité. Savez-vous qu'en tant que femme sans papier, j'ai peur de porter plainte même si je suis victime de violences. Et celles qui en subissent ne le disent pas, de peur d'être placées dans un centre fermé. Est-ce normal? Par ailleurs, en tant que femmes sans papier, nous sommes privées de tous les droits, dont le droit de séjour, par exemple, le droit de travailler, ni le droit à la formation, pour ne citer que ça. Si les autorités de ce pays pouvaient imaginer nos parcours et nos vécus,
elle ne nous priverait pas de ces droits qui sont fondamentaux pour tout être humain. Je me pose plusieurs questions. J'ai 3 qui me reviennent le plus souvent, dont je veux vous poser ici, particulièrement à Madame Myriam et Monsieur Alain. Ma première question, c'est de savoir si les droits de femmes sont-ils des droits à géométrie variable. Ma deuxième question, c'est de savoir, dans les conditions qui sont les nôtres, que devons-nous faire pour aboutir nos revendications de femmes. La troisième question, c'est de savoir que pouvez-vous faire pour améliorer la condition féminine de femmes sans papier. Et pour la quatrième, dont je viens rebondir sur la question de Madame Bintou Touré, c'est de savoir s'il y a une loi qui empêche les institutions de former les sans-papiers. Et pourtant, tout le monde est conscient qu'il y a des métiers en pénurie ici en Belgique. Je vous remercie. Alors, je vais inviter Noémie à prendre la parole. Noémie qui participe à plusieurs groupes de réflexion sur l'accès aux droits fondamentaux au CPS. Noémie qui est, comme Alain l'a dit, un trait d'union, un carrefour à elle toute seule, en tant que femme sans papier et aidée par le CPS. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Noémie Dago. Comme ça a été dit, je triche un peu. Je suis sur tous les bords, c'est-à-dire j'ai la chance et en même temps j'ai la malchance, disons ça comme ça. Donc, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 26 ans. Je suis arrivée en Belgique, j'avais 17 ans. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, je me suis retrouvée dans la rue, j'avais 13 ans, j'étais enceinte, issue d'un viol. C'est la première fois que j'en parle en public, c'est parce que je suis prête. Et avec l'aide des personnes, je me suis retrouvée en Belgique. Pour ceux qui ont fait la route, le Burkina, le Togo et tous ces pays, et je me retrouve ici aujourd'hui. Donc j'ai 17 ans quand j'arrive ici, on m'envoie dans un centre, mais je ne me retrouve pas dans un centre pour mineurs, je me retrouve avec les autres. Et donc ce qui fait que j'ai été très rebelle, déjà que je vivais dans la rue, donc on connaît tous le comportement des enfants de la rue. Dans mon pays, surtout dans ma famille, les femmes se doivent de tout faire. Ma grand-mère construisait des maisons, elle avait des champs de riz, des plantations de cacao, de bananes et de café. Ce qui fait que j'étais très travailleuse et quand j'arrive ici, c'est une autre chose. Alors, je vais vous épargner le long parcours. Quand j'arrive au centre, ma demande d'asile, je fais une demande d'asile et une demande de NAFTER et qui a été recevable. Donc en 2011, je devais quitter le centre. Pour ceux qui ont été dans les centres, ils savent comment ça se passe. Quand tu as une carte orange, tu dois quitter le centre et tu dois chercher une maison. C'était à Liège. Il faut chercher l'appartement. Je trouve l'appartement à Bruxelles. Liège qui se dispute avec Saint-Gilles entre qui va donner la caution. Et voilà. Mais comme je dis, je suis très chanceuse dans la vie. Je tombe sur une assistante sociale qui s'appelle Laurence Cozy, donc qui fait tout. J'ai la maison. Après 3, 4, 5 refus, donc 5 ordres de quitter le territoire et une interdiction d'être sur le territoire belge pendant 3 ans, je me retrouve dans la rue. Donc je me suis retrouvée dans la rue au moins 7 fois. Et mon aide est coupée. On découvre que je suis malade quand j'arrive en Belgique et aussi que j'ai un cancer du sein. Et donc je me retrouve dans la rue. Je n'ai rien. Une fois de plus dans ma vie, je me retrouve dans la rue. Mais grâce à mon assistante sociale, on réussit à porter plainte au CPS de Saint-Gilles. Donc on se retrouve au tribunal du travail. Et après beaucoup de temps passé dans la rue, à la gare du Midi,
l'aide m'est enfin octroyée. Donc je me retrouve, j'ai enfin un appartement et aujourd'hui je bénéficie de l'aide du CPS, donc l'aide médicale urgente, et donc j'ai comment ça s'appelle déjà? Voilà, le revenu d'intégration. Donc j'ai tout ça, mais le problème aujourd'hui, la sœur Bintou, elle s'est levée, et comme ma sœur aussi, elle a dit, on est au niveau du travail. Mon grand-père disait toujours que il ne faut pas toujours donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre aussi à pêcher. Donc je reviens dessus pour dire, mon moral, je prends les médicaments tant que j'ai quelque chose à faire. Je dois prendre beaucoup de comprimés aujourd'hui à vie, parce que ça ne va pas encore, et comme mes globules blancs et tout ça, je vous épargne, mais c'est pas facile de prendre les médicaments, de rester à la maison, de prendre les médicaments, de dire voilà, je suis là seulement pour manger, dormir, j'ai le revenu d'intégration. C'est pas seulement ça qu'on veut, on veut aussi travailler, on veut savoir le pourquoi on vit, le pourquoi on se lève chaque matin, le pourquoi est-ce qu'on est ici. On ne peut pas, j'ai l'impression d'être encore dans la rue. Si je suis ici, je me lève le matin, je mange, je dois me débrouiller pour manger. Parce que c'est vrai, j'ai le revenu d'intégration, j'ai pas peut-être la chance comme les autres, mais ça ne suffit pas. Parce que quand je finis de tout payer, j'ai 80 € par mois. Ça ne suffit pas, c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas seulement le revenu d'intégration, je veux pouvoir travailler. J'ai eu la chance de pouvoir faire des cours de langue, parce que j'avais jamais été à l'école. J'ai eu cette chance-là, mais à un moment donné, ça a été stoppé parce que ma carte orange a été retirée et je ne peux pas continuer, je ne peux plus continuer la formation. Et alors, quand c'est comme ça, le moral, ça ne va pas. J'arrête le traitement et quand c'est comme ça, c'est pas bon du tout. Donc, je vous épargne tous les détails. Là, je dois avoir 3000 globules blancs. Et comme j'ai arrêté le traitement, je suis à 18. Donc, je ne vais pas bien. Mais je ne peux pas reprendre le traitement si je ne suis pas bien, si je ne sais pas pourquoi je me lève chaque matin. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen que le CPS de Saint-Gilles trouve une solution pour nous, les femmes, surtout la femme? Je ne parle pas des hommes. C'est vrai que les hommes aussi sont touchés, mais aujourd'hui, je parle de la femme. Une fille comme moi, comme la sœur l'a dit, au nord, à l'est du Congo, j'ai été violée, j'ai eu un enfant, j'ai perdu ma fille dans la rue, j'ai fait toutes ces routes et je suis là. Mais ce n'est pas pour dormir. Je veux pouvoir savoir le pourquoi je me lève chaque matin. Et c'était tout. Merci. Témoignage poignant. Alors, je vais inviter Marcel à la tribune. Marcel qui a participé notamment à la plateforme citoyenne des usagers du CPS de Saint-Gilles et qui a travaillé sur l'accès à l'information pour les usagers, pour avoir connaissance de leurs droits fondamentaux. Bonsoir. Le thème de la soirée, c'est donc bien se lever pour le droit des femmes. On m'a demandé de faire un témoignage. Oui, c'est vrai, j'aurais pu en rajouter. Le danger qui est encore plus à l'intérieur de son foyer qu'à l'extérieur. Oui, j'ai eu un mari violent. Oui, j'ai dû fuir. Oui, j'ai croisé des gens merveilleux aussi qui m'ont aidé à m'en sortir. Oui, j'ai démarré comme toi avec un entourage familial qui était loin d'être optimum. Mais en rajouter encore et encore, vous pouvez en lire plein dans les journaux. Un crime passionnel. C'est quoi un crime passionnel? Ça vous vient à l'idée de tuer quelqu'un que vous aimez, vous? C'est débile. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, des témoignages, vous en avez entendu ce soir, vous allez en trouver partout. Des témoignages de femmes, qu'on dit faibles et fortes, petites et grandes, hystériques et courageuses, glorifiées et bafouées en même temps. Toutes ces femmes, elles portent le monde, leurs enfants,
au quotidien, dans l'ombre, et jour après jour. En réfléchissant à ce dont j'avais envie de vous parler ce soir, j'ai eu envie peut-être de lâcher ça, d'apporter peut-être une touche un peu décalée, et de prendre le droit vu par les femmes. Peut-être plus marrant. Au fond, qu'est-ce qu'un droit? Qu'est-ce que les droits? Premier réflexe, je suis allée interroger Madame Larousse, une femme pour ce jour. Madame Larousse nous dit ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'une même société, la légalité. La science qui a pour objet l'étude de ces règles. Ou également la faculté légalement ou réglementairement reconnue à quelqu'un par une autorité publique d'agir de telle ou telle façon, de jouir de tel ou tel avantage. L'exemple, à quel âge a-t-on le droit de vote? Parce que là on suit. La possibilité morale qu'on a d'agir de telle ou telle manière. Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. D'accord. La possibilité, la permission donnée à quelqu'un par une autorité quelconque de faire quelque chose. Une autorisation. Elle a le droit de sortir ce soir, ses parents le permettent. Ce qui confère un pouvoir, une prérogative, un titre, une autorité considérée comme légitime, défendre ses droits. Impôts, taxes, payer des droits sur les alcools. Il est donc question de règles, mais aussi de pouvoir, de privilèges et de permissions. C'est marrant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'exemple qui illustre la permission est au féminin. J'ai pris du copier-coller de ce qui est réellement dans le Larousse. Je ne l'ai pas inventé. Et donc, est-ce que le pouvoir et les privilèges seraient neutres et les permissions réservées aux femmes? Résumer ça autrement. Aux hommes, le pouvoir et les privilèges. Aux femmes, le pouvoir, les privilèges et les permissions. On a l'air plus gâté comme ça. On va quand même vérifier. Que dit le code maintenant? Qui a déjà lu le code civil? Non, je suis la seule à... Non, la Constitution? Personne? Je suis pas toute seule. Youpi. Bon. Et donc, que nous dit le Code civil belge? Livre 1 des personnes. Institution qui régit notre existence légale en Belgique de la naissance jusqu'à la mort depuis 1804. Bon, le texte a quand même sérieusement évolué, heureusement, quand même un peu. Et même depuis 1995, oui je dis bien, il a subi pas moins de 87 modifications. Autrement dit, il n'en reste plus grand-chose, hein, franchement. Donc, existe effectivement la soumission de la femme, son obéissance, tout ce qu'on a entendu qui figurait dans le Code civil belge. C'est en quelque sorte devenu une espèce de document technique qui parle surtout de l'enregistrement des actes, actes de naissance, actes de filiation, adoption, etc. Donc oui, on pourrait dire l'égalité est atteinte, dans les textes en tout cas. Ben, en fait non, pas tant que ça. Messieurs, sachez qu'un privilège vous reste acquis. Il y en a un. Dans l'article 53, nous dit: l'acte de modification de l'enregistrement du sexe mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance de l'intéressé, le nouveau sexe de l'intéressé, intéressé au masculin. Ah oui. Pas la personne intéressée, non. Intéressé au masculin. Changer de sexe vous est donc réservé. À vous seul, vous avez l'honneur d'avoir le droit de devenir une femme. Et aucune femme n'est autorisée à venir chasser sur votre terre. Donc oui, question permission, on est gâté, hein. Et mieux encore, le législateur a même prévu que ce changement ne soit qu'une folie passagère. Il vous a prévu une sortie de secours dans l'article 135.1, paragraphe 9.
moyennement la preuve de circonstances exceptionnelles, l'intéressé, toujours au masculin, peut, conformément à la procédure, blablabla, demander au tribunal d'autoriser une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance. Vous pouvez faire marche arrière. Au cas où vous vous rendriez compte que, tout compte fait, être une femme, même en 2020, c'est peut-être pas si confortable que ça. Je vous remercie. Merci. D'abord, remercier toutes celles qui ont témoigné, c'est évident pour le contenu, mais aussi parce qu'elles ont accepté de cadrer ça dans quelques minutes pour permettre aux autres de parler aussi. Donc dans la salle, s'il y en a qui souhaitent prendre la parole, elles sont les bienvenues aux mêmes conditions. J'ai le micro avec moi, je regarde les doigts. Oui. Moi, je m'appelle Erwan, je suis belge. J'ai fait mes premières années d'école en primaire à Saint-Boniface-Parnasse, une école catholique, à majorité forcément blanche, n'est-ce pas? De mes souvenirs, je n'ai quasiment rien qui me reste de cette époque, je dois être franc. Mais il y a bien une petite fille dont je me souviens. Comme toi, ça s'appelait aussi Naomi. Une très jolie petite fille qui avait un petit souci. Elle faisait tous les jours, sur sa chaise, pipi. Pauvre petite fille, dont les parents s'étaient débrouillés jusqu'au bout pour qu'elle arrive dans une école de haut niveau. Saint-Boniface. Face à un prof méchant, plus qu'exigeant, oui, très vilain, il n'a rien trouvé de mieux que de lui crier dessus tous les jours. Une petite fille. Alors j'ignore si elle est d'origine immigrée, mais je l'ignore encore aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que la pression envers cette fille, l'une des seules filles de la classe, était terriblement importante, au point qu'elle se vidait tous les jours sur sa chaise. Moi, gamin, qu'est-ce que je pouvais y faire? Eh bien, vous savez quoi? Je regrette jusqu'à aujourd'hui. Honnêtement, je le regrette de ne pas avoir pu, et je vais être très franc et très cru, mettre mon poing dans la tronche de mon prof, de lui avoir fait ça. Ce n'est pas le seul témoignage. En secondaire, même principe. Des filles maltraitées. Mais certes, là, les profs étaient plus sympas, mais là, par contre, c'était la pression des garçons. Une fille enceinte jusqu'aux yeux qui ne l'avait jamais su jusqu'au jour où elle a bien failli perdre les os en classe, où elle a commencé à avoir des contractions. Aucun prof ne s'en était réellement rendu compte, vu qu'apparemment, elle n'a jamais été réellement prise en charge. Quand on me parle des femmes, quand on me parle des soucis, j'en entends beaucoup. Des paroles extérieures, beaucoup. Mais quand moi je vois ce qui se passe réellement dans les écoles, des femmes, des jeunes filles qui n'ont même pas de quoi manger, qui se retrouvent dans une pénurie noire, mais la pénurie, quand on parle de la faim, les gens n'ont pas forcément su ce que c'était que d'avoir faim, d'avoir les crocs, de se rendre compte que l'on n'a plus rien, et tout d'un coup de se rendre compte qu'on a une vie en soi, en soi, qui va s'apprêter à venir au monde. Est-ce que vous imaginez seulement un seul instant ce qui peut se passer dans la tête de cette jeune fille? Il est vrai que les politiques disent beaucoup, mais bon, là je me retournerai vers vous, madame. Je sais que chaque politique a son pouvoir. Certains sont pilotés, à mon sens, sans être méchants. J'ignore si c'est votre cas, et ce ne sont pas mes affaires. Mais n'oubliez pas ce petit paramètre qui est la différence. Une fille, quand elle tombe enceinte, c'est pas seulement sa vie qui est fissurée. Elle est brisée. Et personne n'en veut. C'est pas pour rien que l'AMO existe. C'est pas pour rien que les droits des femmes ont été créés. Et bordel, je suis désolé, je suis peut-être impoli, mais le suffragette, c'était pas de la blague. Ça s'est fait à coups de pavé. Les femmes qui ont dû descendre dans les rues, qui se sont battues littéralement avec les flics, à coups de poing. Et pour rappel, la France a fait demi-tour sur beaucoup de lois. Et la Belgique
bien que... Oh, merci ma couronne, ou merci mon roi, mais on est très proche de rebasculer dans l'époque noire, dans l'époque aussi sombre, pardonnez-moi, mesdames, dans l'époque aussi sombre, plus que médiévale, dans laquelle nous avons été plongés pendant des siècles. Souvenez-vous du Moyen-Âge, où les femmes étaient respectées. Kadia, dis-nous, dis-leur qui tu es, dis-leur d'où tu viens, dis-leur ce que tu as fait, dis-leur quel a été ton combat, dis-leur où tu en es aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis d'origine sénégalaise. Je suis arrivée ici, j'avais à peine 28 ans. Et mes soeurs, là, ils ont parlé, et les autres parlaient des problèmes familiaux. Je pense que moi, je n'ai pas fui la politique chez moi, parce qu'on avait les droits au niveau politique, mais j'ai fui le problème de tradition et culturelle. Moi, j'ai fui les mutilations génitales féminines, j'ai fui les mariages forcés. On ne m'a pas mené à l'école, parce que j'avais dit que c'est les garçons qui vont à l'école, mais pas les filles. Et j'ai été mutilée à l'âge de 7 ans, j'ai été mariée à l'âge de 12 ans, et j'ai eu ma fille, à peine j'avais 12-13 ans. Aujourd'hui, elle a 47 ans. Donc, quand je suis arrivée ici en Belgique, je ne savais pas lire et écrire. Grâce à M. Alain, parce que c'est lui qui a créé le Alpha, le collectif d'Alpha. Et j'ai appris à lire et écrire au collectif d'Alpha ici à Saint-Gilles, rue de Rome. Et j'ai passé mon COB, j'ai eu mon certificat de base. Et mon thème pour faire mon COB, c'est sur les mutilations génitales féminines. C'est à travers ce travail-là que j'ai créé le GAMS Belgique, et qui est aujourd'hui international. Et au début du GAMS, mon objectif c'était aider les femmes qui ont des problèmes de séjour, mais aussi des problèmes familiaux, de violence. Et ce genre de violence n'était pas connu en Belgique, les mutilations génitales féminines. Donc tout début, je dis me battre politiquement pour que le CESERA reconnaisse comme une violence et que les femmes peuvent demander d'asile aux bases des mutilations génitales féminines, aux bases de mariage forcé. Quand j'étais élue en 2005 comme femme de l'année, j'ai profité de l'occasion de mettre la pression sur les politiques pour obtenir cette demande. Mais aussi de pouvoir de travailler avec la loi, parce qu'il n'y en avait pas de loi, donc on a obtenu une loi qui interdisait les mutilations génitales féminines. Donc, la violence, pourquoi les femmes fuient chez nous, en Afrique et d'autres pays? Si chez nous était bien, il n'y a personne qui a envie de prendre une bagage, de quitter chez soi. C'est parce que ça ne va pas. Moi, au niveau politique, je n'avais pas de problème. Mais c'est le problème familial qui a fait que j'ai quitté chez moi. Parce que j'avais rien, j'ai aucun droit. Quand j'étais divorcée avec mon premier mari, parce que j'ai fait 6 mois et 7 jours, j'ai fouillé tout le temps. Et un autre est pointé, bon, c'est une jeune fille qui sait bien faire la cuisine, qui sait bien faire la vaisselle et le linge. Je dis, mais je ne suis pas destinée seulement pour ça. J'ai envie de faire autre chose que de faire le ménage. Bon. Et là, malheureusement, ce mariage-là, je suis tombée enceinte parce qu'on ne connaissait pas les pilules. Sinon, je n'allais pas avoir les enfants si tôt, malheureusement. Mais je suis heureuse d'avoir mes enfants parce qu'ils sont formidables. Mais pour ce qui concerne les papiers ici en Belgique, je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des complications. Mais aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres du fait que politiquement, ceux qui permettaient d'alléger pour qu'on obtienne les séjours, ils ne sont plus au pouvoir. Et c'est ça notre problème. À l'époque, moi personnellement, quand je donnais des formations dans les centres, et quand je voyais des femmes qui avaient des droits
On pouvait téléphoner, on pouvait accompagner et alléger les dossiers et trouver des bons avocats pour argumenter. Mais aujourd'hui, même ça, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas les papiers, on n'a pas de droit de se former. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de papiers qu'on n'a pas de droit de se soigner. On a des droits et il faut les connaître. Il y a le soin qui est là, d'urgence. Il y a le médecin du monde. Si vous avez des problèmes, il faut connaître le créneau. Et ça, c'est si vous voulez avoir des informations, passez au GAMS. On vous donne les informations. Nous aussi, on donne des formations. Donc, j'ai créé le GAMS depuis 1996. Et 2021, ça va avoir 25 ans. Mais j'ai en train de créer une autre association qui s'appelle le SATINA. Et ça, c'est pour former les femmes. C'est pour aussi qu'on pense un peu concernant la planète, ces sacs de plastique, mais aussi nous, les femmes et des hommes africains, on a des doigts, des artisanats, qu'on mette ça en valeur. Comme par exemple, j'ai fait une petite étude, j'ai vu que les femmes qui travaillent à Port de Namur, qui passent toute leur journée de tresser, de travailler, ils sont que 20 à 30 euros par jour. Or que tu commences à 8 heures du matin jusqu'à presque 7 heures, 8 heures du soir, tu travailles pour rien parce qu'ils savent que tu n'as pas de diplôme, ils savent que tu n'as pas de papiers, et donc ils exploitent ça. Et donc, mais si vous avez vos diplômes de coiffure, de tresse, il n'y a personne qui va t'exploiter parce que tu peux prendre ton diplôme. Et ici, en Europe, il n'y a pas d'école de coiffure africaine. Et c'est ça que j'essaye de créer maintenant. On a une école, pour qu'on suive des formations, qu'on puisse valoriser nos savoir-faire, ce qu'on connaît toujours dans nos pays. Il ne faut pas baisser les bras en disant parce que je n'ai pas de papier que je ne vais pas me former. Il y a des endroits où vous pouvez vous former sans avoir de papier. Et donc, il ne faut pas baisser les bras. Moi, quand je suis arrivée ici, je n'avais aucun bagage intellectuel, mais il fallait que je suive des formations, de lire et d'écrire. J'ai écrit des bouquins, j'ai créé le GAMS. Aujourd'hui, si vous allez sur le site, vous faites www.gams.bo, vous allez voir tout le parcours du GAMS. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le papier, on n'a pas de rêves. On a des rêves. Et ces rêves-là, tant que tu as des rêves, tu vas les atteindre. Mais c'est celui qui n'a pas de rêve qui n'atteint rien du tout. Mais quand tu as des rêves, ici, c'est le 8 mars, on va se mobiliser. On va taper très fort. On va lui dire, on est là. De toutes les façons, vous acceptez, vous n'acceptez pas, on va être là. On va boire votre eau, on va manger. Donc, faites ce que vous voulez. Vous n'allez pas nous mettre dans le bateau, nous renvoyer. De toutes les façons, Erdogan a ouvert les portes. Ils les ont donné combien de milliards ils ont donné à Erdogan. Donc, moi, je suis sortie dans la plateforme pour l'immigration parce que je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas normal. Je dis les 8 milliards là. S'ils avaient partagé ça pour les pays africains qui accueillent les immigrants, ça n'aurait été mieux que donner une seule personne, un seul pays, 8 milliards d'euros. Kenya et l'autre pays, ils ont eu que 400 ou 500 000 euros. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? C'est vraiment, l'écart est énorme. Je dis ça, si moi je ne peux pas participer à cette négociation. Je dis soit on fait moitié-moitié, soit on ne fait rien du tout. Mais bon, voilà, tu sais, c'est toujours le chef qui gagne. Le pauvre ne gagne jamais. Donc c'est pour vous dire merci de m'avoir invité. Et je suis à tout cœur avec vous. Et si vous avez besoin de moi, j'ai mes cartes, je vous donne et vous appelez au GAMS. Je suis à votre disposition. Je voudrais vous proposer un petit piège qui n'est pas prévu au programme. Il y a Abel qui nous a rejoints. Abel, moi j'aimerais bien que tu viennes expliquer ce que tu es en train de faire. Donc Abel est un des membres de la coordination des sans-papiers. Là c'est l'émotion qui me prend parce que je pense qu'il faut... Alors pourquoi donner la parole à un homme aujourd'hui? C'était pas ça l'idée. Alors mais pourquoi je le propose à Abel? Explique ce que tu fais Abel s'il te plaît. Oui, non, il n'y a rien qui tient. Ça, j'ai
Bonsoir à toutes et à tous. J'y arrive. Alain, c'est vraiment un piège. Parce que je n'ai pas trop prévu, je n'ai pas préparé. Bon, toujours est-il, bon, je vais essayer de m'y faire. Je viens d'arriver, j'ai écouté quelques discours qui sont vraiment émouvants et attristants à la fois parce que les témoignages sont tellement poignants que prendre la parole comme ça, c'est avec beaucoup d'émotion. Ceci étant dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais faire une petite historique. On a commencé à faire la coordination sans papier et le CFF, je suis un peu fatigué, j'ai réuni des Verviers. On a initié des différentes enquêtes sur les populations de sans-papiers, récolter un certain nombre d'informations de leur vie et de leur situation en Belgique. Ça avait des visées électorales, notamment les communales, et des visées fédérales, les élections fédérales de l'année dernière. Pendant ce cheminement, on avait constaté que dans la population de sans-papiers, plus spécifiquement les femmes sans-papiers, avec les enfants, vivaient des moments difficiles. J'aimerais vous rappeler ici que les femmes en général sans-papiers, oui, sont les premières victimes de la précarité. Alors, nous nous sommes dit, est-ce qu'il ne va pas falloir faire quelque chose spécifiquement pour cette couche sociale qui vit le martyre? C'est ainsi qu'on a initié une nouvelle enquête pour essayer de mettre en relief leur situation et aussi de chercher l'équilibre des témoignages, je dirais, complémentaires. Et moi, personnellement, je m'en charge de ça. Voilà, donc je suis en train de faire des enquêtes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour parce que je reviens à Verviers pour faire la dernière enquête. Et je vous assure que c'est des moments difficiles, de ce que ces femmes-là disent, de ce qu'elles vivent au quotidien. Il y a certaines femmes qui vivent les enfants séparés, qui dorment dans des maisons différentes, ou alors elles dorment ensemble. Un enfant à 17 ans, 18 ans, c'est pas évident de le mettre à un moment dans le même lit. Et c'est ce que nous constatons, ce que j'ai pu constater. Et nous vous donnerons l'occasion prochainement, dès qu'on aura finalisé l'enquête, pour vous expliquer en détail les différentes problématiques auxquelles les sans-papiers, les femmes sans-papiers vivent. Si j'ai parlé des femmes sans-papiers spécifiquement, de souffrance, ce n'est pas pour hiérarchiser les souffrances. Les sans-papiers dans l'ensemble vivent le martyre et c'est difficile. Ceci étant dit, je vous remercie. Vous l'avez compris, Abel sillonne Bruxelles, la Wallonie, et va récolter en tout cas des témoignages qui vont dans le sens des questions, en tout cas qu'on pose aujourd'hui. Alors, ben voilà, on va, si vous le voulez bien, passer la parole à Myriam. Bon, par rapport à ce que j'ai entendu, c'est pas la pire des politiques, Myriam, hein, sinon je n'aurais pas invité. Et tout ce qui dysfonctionne dans ce pays, elle a une petite part de responsabilité, moi aussi, mais une petite quand même, parce que je pense que... Mais donc voilà, si on inverse la question, si on fait abstraction de ça, il ne faut pas l'assommer complètement. Il est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de questions tout à fait légitimes que vous avez soulevées, et moi je lui propose de répondre un peu, peut-être un peu globalement, sur comment elle voit les choses après avoir entendu l'ensemble de vos témoignages. Vous pouvez éventuellement revenir avec des questions après, si vous le souhaitez. Moi je dirais un mot sur la formation. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation.
pense qu'Alain connaît mon engagement sur la question des droits des femmes. On a eu l'occasion de travailler ensemble pendant plusieurs années. Et c'est vrai que cette question de l'égalité homme-femme, c'est une question qui m'est chère. Probablement parce que je suis une femme, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi des hommes extrêmement sensibles et mobilisés sur cette question-là. Et je pense qu'on a tout à gagner à fédérer et à faire en sorte que ce combat pour l'égalité soit un combat porté par toutes et tous. Et donc voilà, donc moi je suis très touchée par l'invitation, mais aussi par la forme de cette rencontre et la dimension aussi, le fait de partager comme ça des témoignages de vie, des trajectoires de vie, avec à la fois une force dans le propos, quelque chose de très authentique et très poignant, et en même temps une grande dignité et une dimension politique très forte. Donc pour moi, ça, on n'est pas juste dans le témoignage qui parfois peut avoir un caractère sensationnel quand on est dans le champ médiatique. On sent que derrière cette soirée, il y a une volonté aussi, il y a un combat, il y a une lutte. Et donc voilà, donc moi je trouve en tout cas, et l'intitulé était clair, Levons-nous pour les droits des femmes, avec un grand point d'exclamation. On sent que l'engagement politique et citoyen, politique au sens premier du terme, je ne suis pas là, même si moi j'appartiens à une formation politique, je sens ici un travail citoyen, un travail politique extrêmement noble et précieux. Donc oui, on m'a demandé de réagir à tout ce qui a été amené ici. Alors oui, je suis président du CPS et je répondrai en tant que mandataire et président du CPS. Ça fait aujourd'hui 1 an. Il y a quelques jours, ça faisait juste 1 an, ça fait 1 an que j'ai prêté serment. Je pense qu'il y a là, j'ai fait le choix de m'engager politiquement, donc si j'ai fait ce choix, c'est aussi du fait d'une trajectoire personnelle, mais aussi en tant que travailleuse sociale pendant un certain nombre d'années où j'ai eu l'occasion de travailler sur des enjeux liés à l'égalité, que ce soit dans le champ de la formation, de l'insertion socio-professionnelle, que ce soit dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, que ce soit dans le cas de la cohésion aux côtés d'Alain, où on a amené cette question de l'égalité, de la sensibilisation autour du genre auprès des publics avec lesquels nous travaillons et les travailleurs sociaux avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant plusieurs années. Donc voilà, c'est un combat au long cours. Donc oui, je vais répondre en tant que mandataire aujourd'hui, mais je pense que pour celles et ceux qui me connaissent un peu plus, ce combat, cet engagement a précédé mon engagement politique, cet engagement en faveur de la lutte pour l'égalité homme-femme a précédé mon engagement politique, et de toute façon, je pense qu'il continuera au-delà de ma carrière politique en tant que mandataire. Alors, en tant que mandataire, je suis président du CPS, et donc c'est vrai que c'est une institution qui, au niveau local, a un poids et a une grande importance, puisqu'on est quand même à allouer une aide sociale à un nombre important de citoyens. Et c'est vrai que cette question de l'égalité, c'est une question qu'on n'aborde que depuis très récemment, j'ai envie de dire. Alors évidemment, on parle beaucoup du phénomène MeToo, parce que médiatiquement, voilà, quand Hollywood s'en mêle, tout d'un coup, il y a des projecteurs qui se mettent sur cette question, donc tant mieux, moi je dis tant mieux. On en a encore parlé récemment avec la cérémonie des Césars, donc oui, tout d'un coup, on met la lumière sur une problématique qui a été longtemps une problématique qui relevait plutôt du champ de l'espace domestique, donc dans le champ privé, et on en a peu fait une question politique, malgré le combat des associations féministes qui ont été malheureusement très souvent diabolisées ou appréhendées sur le mode « oui, mais ce sont des hystériques, c'est des féministes, elles exagèrent, etc. » Donc moi, je suis ravie de voir que voilà, les mentalités tendent à évoluer, même si les résistances restent très fortes. Donc je reste lucide sur le chemin à parcourir. Donc au niveau local, ici à Saint-Gilles, puisque c'est la question qui m'est posée, et plus précisément au niveau du CPS. Donc j'ai souhaité vraiment intégrer cette dimension de favoriser la question de l'égalité dans la déclaration de politique générale du CPS. Donc la déclaration de politique générale, c'est ce qui va guider l'action de l'équipe
des mandataires tout au long du mandat, mais aussi qui va devoir se traduire dans des pratiques professionnelles dans le chef des agents. On a évoqué les assistants sociaux, les assistantes sociales, souvent au féminin, mais il y a aussi les assistants sociaux, mais il y a aussi toute une série d'autres. Il y a l'accueil, les accueillants, on a une maison de repos aussi. Donc toutes ces questions-là doivent pouvoir aussi se décliner dans divers services portés par l'institution CPS. Et donc très concrètement, l'une des premières choses sur lesquelles j'ai vraiment souhaité qu'on mette le paquet, c'est sur la formation des agents. La formation des agents, puisque l'expérience qui était la mienne en dehors de l'institution CPS, c'était que très souvent, les personnes ne sont pas toujours conscientes des préjugés dont elles sont porteuses, des a priori, de leur système de référence. Il y a parfois des maladresses qui sont commises, pas de mauvaise foi, qui sont juste parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne s'imagine pas. Et donc il y a pour moi un enjeu de formation et vraiment de sensibilisation autour de cette problématique de quelles sont les difficultés, quelles sont les discriminations vécues par les femmes, quels sont les stéréotypes, les préjugés qui sont encore bien prégnants. Et donc ça passe par de la formation de nos agents, en mettant quand même la priorité auprès des travailleurs sociaux, donc qu'ils soient assistantes sociales ou assistants sociaux. Je l'ai dit encore, on l'évoquait dans l'après-midi, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est forcément féministe, et ce n'est pas parce qu'on est homme qu'on est forcément sexiste. Donc, pour moi, cette question de la formation doit concerner tout le personnel et de veiller à ce que les stéréotypes sexistes ou genrés soient en tout cas conscientisés dans un premier temps, parce que déjà ça c'est déjà une première étape. Et deuxième étape, de pouvoir changer les pratiques. Alors vous savez comme moi que changer une pratique, ça veut dire changer des habitudes. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc maintenant, on y va. Ça a été un choix de l'institution de donner des moyens pour que des formations et du temps soient alloués pour que les travailleurs se forment à cela. Ça, c'est une première chose. Je parle des travailleurs, mais j'évoquais les assistants sociaux, les agents d'accueil, j'évoquais la maison de repos, au niveau du personnel soignant, le personnel qui assure aussi toute la logistique. Je pense aussi au personnel qui est sous contrat article 60. Parce que je considère aussi que c'est du personnel CPS. Donc là aussi, il y a là la volonté d'offrir de la formation aux travailleurs sur ces travailleurs sous contrat article 60 sur ces questions-là. Alors, je suis arrivée en mars. La première chose que j'ai voulu mettre en place dans le cadre des événements organisés à partir de Madame la Présidente, à partir du cabinet, il y avait la volonté d'organiser des journées. Très souvent, on organise des journées en tant d'initiative. Et là, en l'occurrence, on a la journée du 25 novembre, la journée de lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et dans ce cadre-là, j'ai voulu en tout cas faire une journée, qu'on s'attarde sur cette journée et organiser un temps de formation continuée, tant avec les publics, donc les personnes qui bénéficient de l'aide sociale du CPS de Saint-Gilles, mais aussi avec les agents. Donc on a abordé la question des violences conjugales. Donc le matin, il y a eu un temps de débat, une projection de film et un temps de débat avec les usagers qui ont souhaité venir. Donc c'est pas obligatoire, on invite les personnes et puis un certain nombre d'entre elles sont venues. Il y a eu un débat avec une psychologue qui travaille au service d'aide juridique ici de Saint-Gilles, qui est un service gratuit, donc j'en profite pour le dire ici. S'il y a un besoin d'aide juridique, ce service est là et là gratuitement. Donc voilà, et puis là, on a eu aussi la présence du CFBI, le Centre familial belgo-immigré, donc une assistante sociale qui travaille là depuis un certain nombre d'années, qui se situe à la rue de Ty et qui accompagne des femmes qui vivent des situations compliquées au niveau familial, au niveau conjugal. L'après-midi, on a travaillé spécifiquement avec les agents et les travailleurs sociaux, qu'ils soient travailleurs sociaux du CPS ou travailleurs sociaux membres d'une association avec laquelle nous sommes en partenariat. Donc ça, c'est un exemple d'initiative. Là, maintenant, dans le cadre de la journée du 8 mars, on a plusieurs rencontres qui sont à nouveau programmées. Aborder la question notamment des mariages forcés. On invite Fatia Saïdi,
qui a écrit un ouvrage sur sa propre trajectoire. Elle a été elle-même victime d'un mariage forcé étant plus jeune, et elle explique comment tout ça s'est passé. Donc on la recevra le 27 mars prochain. Donc vous êtes toutes et tous bienvenus pour échanger avec nous sur cette question des mariages forcés. Et puis ce vendredi-ci, on va aborder la problématique des familles monoparentales. Donc ça aussi, ça fait partie des points inscrits dans la déclaration de politique générale. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de familles monoparentales qui sont principalement composées de femmes avec enfants. Et donc là, il y a là une situation de précarisation et de vulnérabilité plus grande. Et donc j'ai souhaité qu'on s'attarde sur cette problématique et de pouvoir prendre conscience des services existants, identifier les services existants et voir ce qui reste encore à mettre en œuvre. Donc là, à nouveau, vendredi matin et vendredi après-midi. Vendredi matin, on s'est destiné au public, aux usagers. Donc vous êtes à nouveau les bienvenus vendredi matin. Ça va se passer au CEMO-ME, donc qui se situe à la rue du Danemark. Et puis l'après-midi, c'est destiné aux travailleurs sociaux, où là, on va un peu aborder cette question de qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qui n'existe pas encore pour soutenir les familles monoparentales. Il y a la question de la prise en charge des frais scolaires. Vous savez tout comme moi que quand on parle des femmes, la famille n'est jamais très loin. Vous l'avez évoqué vous-même dans vos témoignages. Donc pour nous, c'est important qu'il y ait une aide, une prise en charge des frais scolaires. L'école, même si on dit qu'elle est gratuite, dans les faits, elle coûte. Donc la politique du CPS de Saint-Gilles, c'est de prendre en charge ces coûts, les frais scolaires, pour permettre aux femmes, et aux familles plus largement, mais de pouvoir prendre en charge ces frais et ne pas se retrouver dans des situations d'impayés qui compliquent la relation avec le milieu scolaire. La prise en charge des frais de garderie et de crèche, donc dans le cas du parcours emploi-formation, au CPS de Saint-Gilles, nous prenons aussi en charge les frais de crèche et de garderie. On sait que dans le cas de la recherche d'emploi et de la formation, quand on a des enfants, la garde des enfants, c'est un gros problème. Et on sait que ça coûte de mettre les enfants à la crèche, ça coûte de mettre des enfants à la garderie. Donc ici, le CPS accompagne on a des accords avec les crèches communales, par exemple, pour s'assurer de place, pour donner priorité aux personnes qui sont suivies chez nous et qui sont soit en formation, soit en recherche d'emploi. L'aspect logement, le logement transit, on est d'accord, à Bruxelles, il y a encore un gros travail à faire en matière de logement. Donc ici, moi, je parle vraiment à l'échelle du CPS, comment est-ce qu'on essaie d'abord d'amener et de faire en sorte que les choses aillent mieux. Les logements transit, on a récemment, on n'a pas vraiment inauguré parce qu'on trouvait que ce n'était pas nécessaire d'inaugurer, mais en tout cas, des logements ont été ouverts à des familles, là en l'occurrence familles monoparentales. Il s'agit de femmes, soit avec enfants, soit de femmes seules, qui ont vécu des situations de traite des êtres humains, des situations de violence, soit dans le cas de la prostitution, soit des réseaux extrêmement violents. Et donc là, on a un partenariat avec des associations qui ont l'habitude de prendre en charge des personnes victimes de la traite des êtres humains, qui, elles, accompagnent ces femmes. Et nous, en tant que CPS, nous accompagnons sur le volet social, nous travaillons à voir comment accompagner, que ce soit en termes d'emploi, de formation ou simplement de l'aide sociale de base. Donc, sur cet aspect, je trouve que c'est très important parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses sur lesquelles on communique vers l'extérieur, et pour cause, ces femmes ont été victimes de violences. Donc on ne va pas dire, voilà, on a des logements à telle adresse, etc. Il y a une nécessité de discrétion pour éviter que les auteurs de violences n'identifient les lieux et ne poursuivent les victimes. Alors vous l'avez évoqué, il y a pour les personnes sans papier, il y a un vrai souci. Au-delà de l'aide médicale urgente, légalement, alors oui, nous, à Saint-Gilles, nous prenons en charge les frais scolaires, y compris pour les familles de personnes sans papier. Donc les enfants sans papier, on prend en charge malgré tout les frais scolaires. Donc ça, c'est un choix politique que nous avons fait, et ce sont des choix, une prise en charge sur fonds propres. Et évidemment, un CPS n'est pas l'autre, mais ça, c'est un choix que nous avons fait à Saint-Gilles. Au-delà de ça, il faut savoir que
nous ne sommes pas habilités à prendre en charge, à octroyer une aide sociale à des personnes sans papier. La seule chose qu'on peut octroyer, c'est l'aide médicale urgente. Voilà. C'est pour éviter qu'il y ait des épidémies, on en parle beaucoup maintenant au niveau coronavirus. Ce n'est pas uniquement par philanthropie, c'est plus la dimension de santé publique qui est en jeu. Et donc, pour ces raisons-là, on octroie une aide médicale urgente. Au-delà de l'aide médicale urgente, le cadre légal ne prévoit pas grand-chose, même rien. Je vous l'ai dit, d'initiative, nous prenons en charge les frais scolaires parce qu'on considérait que des enfants n'ont pas à subir ou à pâtir d'une situation qu'ils n'ont pas choisie et que l'idée, c'est de leur permettre d'aller à l'école. On sait très bien que les délais de procédure pour savoir si le titre de séjour est octroyé ou prolongé sont tellement longs qu'on ne peut pas empêcher les enfants d'aller à l'école. Voilà, il y avait là une nécessité. Donc, dans ce cadre-là, nous assumons la prise en charge des frais scolaires. Mais au-delà de ça, effectivement, on est très démunis. Alors, la Belgique, vous le savez, sur un plan institutionnel, il y a différents niveaux de pouvoir. L'aide sociale est attribuée par le fédéral. Et donc, nous pouvons être condamnés à payer. Et c'est ce qui s'est probablement passé, et c'est ce que vous avez évoqué dans votre témoignage, quand les personnes qui sollicitent l'aide sociale et qui sont sans papier sollicitent une aide sociale, et que le comité décide de ne pas octroyer parce qu'on se doit de respecter la loi prévoit aussi que la personne puisse introduire un recours auprès du tribunal du travail si elle considère qu'elle est lésée. Et c'est ce que vous avez fait. Donc voilà, cette loi permet ce recours-là. Et donc, voilà, nul n'est censé ignorer la loi, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre exposé. Mais donc voilà, là je pense qu'il y a un levier intéressant qui nous contraint, nous ensuite, CPS, à allouer cette aide. Mais on ne peut le faire que si nous sommes contraints. Si nous ne sommes pas contraints, évidemment que ça veut dire qu'on va devoir le faire sur nos propres deniers, qui ne sont pas colossaux, on va dire, au niveau du risque, c'est principalement le fédéral qui l'octroie. Donc voilà, les raisons pour lesquelles nous n'intervenons pas, c'est que le cadre légal tel qu'il est construit aujourd'hui ne le permet pas. Alors, on l'évoquait, je pense que tu l'as évoqué dans ton exposé, la réalité politique aujourd'hui, c'est qu'au niveau fédéral, on est juste coincé et que le dernier gouvernement en place n'était pas un gouvernement très favorable à l'idée d'une régularisation, à l'idée simplement d'accueillir et d'accompagner. On est dans un cynisme, mais à l'échelle mondiale, hein, je veux dire, là c'est juste qu'on déstabilise des régions sur le plan économique, sur le plan politique, et puis ensuite on s'étonne de voir arriver des personnes jusqu'à nous. Et ensuite, évidemment, on va aller donner des financements, bon, soit à Erdogan, mais aussi à l'Espagne et au Maroc, pour qu'ils édifient des espèces de forteresses. Et on va payer des sociétés qui sont chargées d'assurer la sécurité. Voilà, pour moi, c'est un grand débat. Non, on est en plein cynisme, en fait. On est dans quelque chose d'extrêmement incohérent et malsain, mais bon, voilà. On en est là aujourd'hui à l'échelle internationale et à l'échelle européenne. On voit encore récemment avec ce qui se passe au niveau des îles grecques et notamment au niveau de Lesbos, l'afflux, et qui, même si au départ les Grecs étaient plutôt à vouloir accueillir et à vouloir accompagner, aujourd'hui, vu le flux, eux-mêmes, voilà, on se retrouve avec des situations extrêmement voilà, et préoccupantes en termes de flux. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'abord d'avoir un gouvernement. Ça fait déjà bientôt 1 an qu'on attend. Espérons que dans le futur gouvernement, il y ait davantage d'humanistes et de démocrates. Si pas des humanistes et démocrates, en tout cas des pragmatiques. Enfin, je veux dire, à un moment donné aussi, c'est pas simplement par philanthropie qu'on a régularisé en 99. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un pragmatisme quand Merkel a accepté de régulariser toute une série de réfugiés syriens, même si ça lui coûte aujourd'hui. C'est aussi parce qu'elle avait un certain pragmatisme et qu'elle s'est dit, voilà, on a là des personnes, l'Allemagne a une démographie vieillissante, il va falloir penser à l'avenir, et là on a
la possibilité d'avoir des jeunes, rajeunir le pays, etc. C'est le cas en Belgique aussi, notre démographie est très jeune. Donc ce n'est pas par philanthropie, je ne crois pas à la dimension... J'ai envie d'y croire humainement, l'aspect humaniste, mais je pense aussi principalement que c'est l'argument économique et pragmatique qui doit l'emporter. Et j'espère que dans la formation du prochain gouvernement, on aura autour de la table des acteurs qui auront ce pragmatisme, si pas cet humanisme, en tout cas cette lecture froide, économique, sur du long terme, pour se dire qu'à un moment donné, c'est plus possible dans les faits. Voilà, on crée encore plus de précarité, on perd sur tous les plans. Mais bon, voilà, je sais que c'est peut-être pas à la hauteur de vos attentes et de vos préoccupations, mais là aussi, encore une fois, j'essaie de faire à partir de là où je suis aujourd'hui, et à partir de mon parti aussi. Sachez qu'en tout cas, mon parti, le Parti socialiste, s'est dit favorable à l'idée d'ouvrir la question des critères sur la question de la régularisation. Donc voilà, on est là dans une volonté d'ouvrir le débat. On n'en est que là, malheureusement, aujourd'hui. C'est dire la régression. C'est dire on discute d'une éventuelle régularisation, c'est déjà très audacieux. Hein. Et c'est ça qui est terrible, c'est de mon point de vue, on a terriblement régressé. Or, la situation, là, elle est juste urgente. Et on peut continuer à se mettre la tête dans le sable et à faire comme si être dans une forme de déni. Je crois que le temps, de toute façon, fait que cette forteresse est en train de se fissurer de partout. Elle prend de l'eau de partout. Et si je devais dire quelque chose pour conclure ici, je crois que quand on voit la montée des populismes, la montée des mouvements d'extrême droite, ce qui est très préoccupant parce que ce sont les peurs qui sont ravivées, entendre et voir ce qui se passe ici à l'Université populaire, mais au CFS, tout le travail que vous faites pour laisser un espace de parole, lancer des dynamiques, pour vous former, pour débattre, pour discuter, mais surtout pour développer des solidarités. Je pense que c'est que comme ça qu'on va y arriver. C'est en développant des solidarités qui vont, plutôt que mettre en compétition des personnes en situation de grande vulnérabilité, de précarité, de pauvreté, va plutôt essayer de renforcer. Et je pense que c'est par là qu'on va pouvoir, à terme, faire en sorte qu'on n'aura plus d'autre choix que d'avancer. Donc, voilà, le carrefour des solidarités, moi je trouve que c'est un très bel intitulé. La solidarité, c'est une valeur qui me parle, parce que je tiens à dire à titre personnel, c'est aussi, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai bénéficié de la solidarité, du soutien de pairs, avec lesquels j'ai aussi vécu des expériences de groupe, du collectif comme ça, qui m'ont permis de prendre conscience de la condition qui était la mienne. Et pour rejoindre ce que tu disais dans ton exposé, je conclurai par là, dans l'idée de dire que, ok, le combat il est difficile, il est laborieux, mais il faut toujours garder cet espoir, cette idée de défoncer les portes, parce qu'on ne va pas vous les ouvrir, hein, de défoncer les portes, mais de trouver des alliés. Et vous avez là, à mon avis, à vos côtés, des alliés précieux en personne d'Alain, de Khalid, de Serge et de toute l'équipe. Et de moi aussi, à partir de là où je suis, l'institution CPS. Voilà, n'hésitez pas à continuer à nous interpeller, à nous faire part de propositions et de voir comment nous, on peut essayer de faire avancer le combat. Voilà, merci à vous. Peut-être rajouter un bref mot. Donc, en plus évidemment de tout l'absurde, je ne vais pas reparler de tout ce qu'on a écrit et travaillé ensemble dans les 2 cahiers qu'on a édités avec la coordination des sans-papiers. Beaucoup de revendications. Et 3 personnes ont parlé de la question de la formation et de l'emploi. Ça, c'est des questions qui m'intéressent un peu centralement. La formation professionnelle officielle n'est pas ouverte aux sans-papiers. Un sans-papier ne peut pas s'inscrire
en formation professionnelle aujourd'hui. Autour du dispositif de formation professionnelle, il y a 150, je crois, associations qui font de l'insertion socio-professionnelle. On en est une ici. C'est-à-dire qu'il fait de la formation plus spécifique de chômeurs non qualifiés. On dépend de cet organisme central de formation. Et donc, on n'est pas habilité, il nous est interdit d'inscrire des personnes sans papier. À une échelle, donc... En promotion sociale, j'ai soutenu, donc ça c'est ce qu'on appelait avant les cours du soir, j'ai soutenu des gens qui à certains moments ont repris des études. Je crois que quelqu'un l'a cité dans les témoignages. Moi j'ai connu quelqu'un qui était en règle de papier quand il s'est inscrit, qui 3 ans après a terminé brillamment, mais brillamment, brillamment quoi, et à qui on n'a jamais pu délivrer le diplôme parce qu'au moment où il avait terminé sa formation, il n'était plus en ordre de papier. Ne fût-ce qu'en termes de même ceux qui veulent renvoyer les étrangers au pays, ne fût-ce qu'en termes de coopération au développement, c'est complètement con, évidemment, si des gens ont terminé un cycle, de ne pas le dire, ils ont terminé ce cycle brillamment. Donc, même ça, il n'y a pas. En éducation permanente, qui est un autre secteur de la formation, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'incitation, mais il n'y a pas d'interdiction de travailler avec des sans-papiers. Donc moi, heureusement, l'association dans laquelle je suis est agréée d'éducation permanente, le collectif Alpha dont elle parle aussi. Donc dans les groupes d'alphabétisation en Bruxelles, dans les groupes, dans certains groupes de travail ou de formation, comme celui dans lequel tu as été, il n'y a aucun problème pour que les sans-papiers se trouvent. Mais ce ne sont pas des formations professionnelles. Or, je sais bien que la principale préoccupation, c'est d'avoir une formation professionnelle, c'est d'avoir un métier et c'est de déboucher sur un emploi. C'est un combat. C'est un combat que notre association ici mène depuis 30 ans, d'une certaine manière. Le droit pour des adultes, parce qu'il n'y a pas que les sans-papiers, le droit pour des adultes de reprendre des études. Il n'y a aucune démocratie du fonctionnement général des écoles pour les adultes. Quand on a 30-40 ans, qu'on a dû arrêter sa scolarité à 15 ans, pour une raison ou pour une autre, aller travailler, bon, là, il n'y a rien de prévu pour qu'on puisse raccrocher facilement quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, quand on a 50 ans. Ça, en tout cas, c'était le combat de l'association. Ce n'était pas le combat sur la question des sans-papiers. Déjà, c'était très difficile. C'est devenu aussi de plus en plus fermé. Il y a eu des grands accords internationaux de Bologne, comme la sauce bolognaise, mais c'est pas une bonne sauce, qui ont encore changé toute une série de choses, qui fait que c'est encore plus fermé maintenant. Je ne parle pas des sans-papiers, hein, c'est encore plus fermé maintenant qu'avant. Et donc je pense, pour travailler maintenant depuis 2 ans avec les sans-papiers, qu'il y a dans le champ de la formation un combat à mener que nous n'avons pas mené, mais que j'incite mon institution, mon association à mener. Khalid travaille ici maintenant, Serge travaille à temps partiel ici maintenant. Je pense qu'on doit mettre ce point-là comme étant un des objectifs, en tout cas où c'est possible, et peut-être même où ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a un combat à mener à partir de ça. Je pense que c'est un gaspillage humain terrible de maintenir les sans-papiers dans des occupations, pour prendre Mamadou ou Modou qui sont là, de maintenir des sans-papiers dans des occupations, à s'emmerder toute la journée dans cette occupation alors qu'ils pourraient apprendre quelque chose. C'est d'une... je ne sais pas comment... Enfin bon, là, je ne vais pas mettre de... C'est d'une ineptie, c'est d'une connerie, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, c'est scandaleux. Donc je pense qu'on doit prendre des initiatives et qu'il y a un nouveau combat qu'on doit mener là, et que je pense que je vais proposer, enfin je pense pas, je suis sûr, qu'on a commencé à défendre, en tout cas dans cette institution-ci. Quand on posait la question ici à CFS, est-ce que c'est ouvert en formation professionnelle? Ça ne l'est pas du tout aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a un véritable combat à mener, ce serait intéressant, mais il faudrait que d'autres centres acceptent de transgresser la loi, voir ce que ferait l'IBFFP, donc ceux qui sont responsables de la formation. Ils vont fermer tous les centres parce qu'on a pris les sans-papiers.
On accepte beaucoup de choses aussi, hein. Quand on est dans les institutions, il y a les lois, il y a les règles, il y a les règlements, les trucs, les machins, et à la fin on dit qu'est-ce qu'on peut encore faire? Encore faire un petit rond sur la feuille là, je dérange personne, non, ça va, c'est bien. Peut-être qu'il y a un vrai combat à mener, qui est d'essayer de convaincre un certain nombre d'associations qui sont agréées aujourd'hui en insertion socio-professionnelle de prendre des sans-papiers et de le dire, pas de les prendre en cachette, parce que ça je fais déjà parfois dans un certain nombre de cas, ça ils le savent, mais non, de les prendre et de le dire. Voilà, dans notre groupe, il y en a 12, dont 3 qui sont sans-papiers. On ne vous agrée plus. Si une association le fait, elle va être en grosse difficulté. Si on convainc ce réseau associatif qui en principe est fédéré, qui en principe défend mieux les intérêts des gens, mais pas toujours. Voilà, donc je pense qu'il y a un combat à mener sur cette question-là, et que Serge et Khalid vont m'emmerder dans les semaines et dans les mois qui viennent pour qu'on avance sur des questions comme ça. Ils ne devront pas trop m'emmerder, parce que je suis un peu convaincu. Mais je pense vraiment, voilà, c'est un combat. C'est pas ouvert, c'est pas gagné, c'est pas réussi. Mais au moins, quand on voit un combat, c'est quand tu parles d'espoir. Mais quand on voit qu'il y a moyen, c'est absurde, quoi. Je veux dire, moi, je veux qu'on m'explique. Alors, on fait une conférence de presse, on explique, monsieur le ministre, vous voulez pas, qu'est-ce qu'il faut faire du type, quoi. Il va rester couché par terre toute la journée. Ah, c'est bien, oui. Bien, très bonne proposition. Hein, donc, il faut peut-être oser se remettre dans la posture de faire ce qu'on pense juste, et pas seulement ce qui nous est imposé par la loi. Ça, c'est en termes de formation. Je vais y travailler un peu, modestement, et on verra ce que ça donnera. Quant à l'emploi, la position d'Actiris est une position évidemment intéressante, puisqu'elle rouvre la porte de la régularisation des sans-papiers par le travail. Qu'est-ce qu'on fait de... Bon, ça je discute avec la coordination. Qu'est-ce qu'on fait de tous les sans-papiers qui ne sont pas en état de travailler dans la situation actuelle, qui n'ont pas de qualification, des femmes, un certain nombre de femmes qui ont des problèmes de santé, etc. Et puis attention, ne nous trompons pas, quand les patrons prônent ça à Actiris ou dans des instances encore plus sérieuses que ça, c'est parce qu'ils veulent uniquement trouver des gens pour ce qu'ils appellent les métiers en pénurie. Alors donc, c'est le mythe des et on n'a pas assez d'informaticiens en Belgique, donc ils ont fait venir des informaticiens indiens. Comprenez? Ils sont emmerdés parce qu'ils n'ont pas de base légale pour les faire venir, les patrons. Ils ne sont pas contents. Ils sont dans l'illégalité. On les emmerde. Donc ils disent qu'il faut régulariser. Mais qu'on ne se trompe pas, ils ne veulent pas régulariser les sans-papiers. Ils veulent régulariser les informaticiens indiens. Je n'ai rien contre les informaticiens ni contre les Indiens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas une véritable ouverture. Dans la proposition des sans-papiers, qu'on a beaucoup discuté dans les travaux qu'on a faits, il y a une proposition qui consiste à dire, nous on demande que tous les sans-papiers puissent s'inscrire comme demandeurs d'emploi à Actiris. Tous passent. C'est pas Actiris et les patrons qui disent « Oh, vous êtes informaticien indien, c'est chouette, juste j'en ai besoin à cet endroit-là, donc on va vous régulariser. » Donc, que s'il y a besoin de main-d'œuvre, eh bien, tous les sans-papiers puissent s'inscrire, en tout cas comme demandeurs d'emploi à Actiris, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc là, il y a un combat, et après, ce sera la même chose que pour les Belges sur le marché de l'emploi. Il n'y a pas beaucoup d'emplois, les patrons vont se battre pour trouver les meilleurs, et vont rejeter les moins bons. Enfin bref, tout ça, je ne me fais pas d'illusions, ça ne veut pas dire que tout le monde trouve du boulot. Mais ça, on parle de droit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'égalité si on fait ça. Voilà, c'est pour répondre à ces deux questions-là, ce à quoi moi je m'engage. Je pense que Myriam s'est engagée, va s'engager. Si elle ne s'engage pas assez, elle va avoir beaucoup d'amis, y compris dans la salle, qui vont lui rappeler qu'il faut s'engager encore plus loin. Amis qui la soutiennent, hein, c'est chouette d'avoir des amis comme ça, je trouve, ils nous font progresser. Les amis qui sont chiants, les amis qui sont gentils, ils ne vous font pas progresser. Hein. Les vrais amis, c'est ceux qui vous emmerdent. Hein. C'est que là, tu es en train de faire ça. Or, tu dis que c'est pas ça qu'il faut faire, donc tu dois changer de pratique. Ça, c'est les vrais amis. Voilà. Elle, c'est une vraie amie. Ça veut dire que je l'emmerde beaucoup. Mais c'est comme ça qu'on peut avancer. Hein. Et vous avez dit, enfin, je termine là-dessus, une dernière chose qui pour moi est fondamentale, c'est que moi, je ne crois plus... Bon, j'ai fait de la politique aussi, hein, j'ai arrêté, j'ai plus envie. Mais moi, je crois aujourd'hui que le véritable travail, c'est celui qu'on fait, c'est celui que vous faites. C'est celui que j'appelle les premiers concernés. Quand on est minimexé, quand on est sans papier,
On a un discours à tenir en tant que tel. On a des expériences de vie qui ont de la valeur. Moi, je me dis parfois, quand je parle avec un sans-papier, je vois qu'il a traversé 82 pays, qu'il a traversé à la nage quasiment la Méditerranée pour arriver. Je dis, mais moi, je ne survivrai pas à 10% de ça. Donc, il y a là quelque chose de vraiment fondamental qui est de voir qu'au travers de ça, les gens ont des expériences, ont des forces, d'ailleurs, quand vous entendez, c'est évident, qu'ils ont des savoirs, que ce n'est pas des cons qui sont une charge pour notre société. On les met dans la situation d'être une charge parce qu'on ne leur donne pas la possibilité d'être actifs dans cette société. On doit se battre pour ça. Moi, je crois... Ça pourrait être du populisme, ce que je dis. Ça pourrait être de la démagogie. Ce n'est plus aucun enjeu dans ma vie. Je crois en vous. Et je ne crois que en vous. Voilà, pour le dire autrement. Et donc, dans le travail collectif qu'il faut faire ensemble pour essayer de faire avancer les choses. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas, moi, en réponse aux questions que vous aviez posées. Bien. Si vous le voulez bien, on va arrêter ici pour ce soir. On vous invite à boire un verre ici à côté. Vous pouvez continuer. Et les questions. Oui. Juste donner quelques informations. On souhaiterait que vous soyez mobilisés pour les manifs qui viennent. Alors, le 8 mars, faites dans la rue. Il faut aller, le monde doit se lever. Le 21 mars, il faut être dans la rue. Il y a une manif pour les sans-papiers. Le 19 avril, il y a une manif pour les sans-papiers. Donc, soyez vraiment debout. La solidarité, c'est maintenant que ça se joue. On veut vous voir très nombreux. Faites le bouche à oreille pour nous rejoindre. Merci. Merci.